C'est une bien vaste question à laquelle je m'attaque là. Sans forcément vous pondre une analyse approfondie, je vais tenter de parcourir les différents motifs évoqués par les autoproclamés féministes pour justifier leur combat. On regarde tout ça après un nouveau générique où Poussin voyagera encore une fois dans une destination exotique. Quand on le vermicelle, Rosa, les sauces aigres douces. Oh mon dieu, c'est un délice. Le combat féministe des origines était essentiellement basé sur l'égalité des droits civiques entre hommes et femmes. En France, alors que les hommes obtiennent le droit de vote universel en 1848, ce n'est qu'un siècle plus tard que les femmes peuvent l'exercer pour la première fois, soit 82 ans après la Suède et en bonne dernière après quelques 43 autres pays. Fait peu connu, c'est paradoxalement la Révolution française et la philosophie des Lumières qui ont freiné le droit de vote des femmes. En effet, dans la France de l'Ancien Régime, les veuves dotées d'un fief et les mères abbesses peuvent voter aux États généraux. Elles seront officiellement exclues du droit de vote par l'Assemblée nationale le 22 décembre 1789. Condorcet et Olympe de Gouges furent parmi les pionniers de l'égalité homme-femme devant le vote. Ce n'est qu'avec l'ordonnance du 21 avril 1944 du général de Gaulle que les femmes acquirent l'accession au droit de vote, après la reconnaissance par ce dernier du rôle majeur des femmes pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans l'effort de guerre et dans la résistance. On est des guerrières de lumière, force et fière. Par la suite, les femmes françaises acquirent également le droit de travailler et de disposer d'un compte bancaire sans avoir besoin de l'accord d'un homme. C'est moi le viril qui est la plus grosse. Aujourd'hui en France, parler de droit de la femme n'a plus aucun sens. Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucun droit civique dont l'homme disposerait et pas la femme. Aujourd'hui, la femme est libre de choisir le destin qu'elle souhaite, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. À la cuisine! Bref, que l'on parle de droit civique ou de droit en général, ça n'a aucun putain de sens en France en 2023. Qui a le droit? Qui? Autre thème régulièrement mis sur la table pour justifier le combat féministe, l'inégalité salariale. Là encore, c'est une vaste fumisterie. C'est de la merde! On entend régulièrement dans les médias des chiffres situés entre 20 et 30% de différence salariale entre hommes et femmes à travail égal. C'est cela, oui. Tout cela participe à la légende urbaine qui voudrait que les femmes sont toujours discriminées dans le monde du travail. Cependant, de nombreuses études ont vu le jour ces dernières années, démontrant que les hommes et les femmes ne participent pas de la même manière au marché du travail. C'est pourquoi mesurer en bloc ce que gagnent les hommes et les femmes n'a aucun sens économique. Ah bon? Pourquoi? Si on n'introduit pas d'autres variables comme la situation familiale et le parcours professionnel, les chiffres ne pourront qu'être biaisés. Les différences de salaire s'expliquent principalement en tenant compte de l'expérience professionnelle et du nombre d'heures travaillées. Ah ouais, sympa. Sans que le sexe de l'employé représente une quelconque signification. Les hommes et les femmes n'ont pas la même expérience professionnelle ni ne travaillent le même nombre d'heures, et cela principalement pour des raisons de choix personnels. Les hommes travaillent plus longtemps sur la durée globale de leur carrière et plus souvent à temps plein. Voici pêle-mêle un certain nombre de facteurs qui expliquent ces différences salariales. La dangerosité de la tâche qui fait que ce sont plutôt les hommes qui sont le plus enclins à se porter volontaires pour le service de nuit dans certains secteurs, le travail à temps partiel qui est très majoritairement le fait de femmes, les femmes qui font beaucoup plus souvent usage que les hommes de l'interruption de carrière essentiellement pour élever des enfants en bas âge, les hommes, Bonjour les hommes. tentent à choisir des carrières qui exigent plus de temps de travail mais qui sont également plus rémunératrices, comme le secteur financier par exemple, alors que les femmes choisissent souvent d'autres secteurs moins rémunérateurs, comme le marketing ou l'aide à la personne. Bref, la conclusion qui voudrait que les femmes gagnent 20% de moins que les hommes pour effectuer le même travail, et ce pour des raisons prétendument machistes et discriminatoires, est abusivement biaisée, donc next. Dans le supposé combat féministe moderne, il y a également le concept de parité homme-femme. Les féministes voient la société d'un point de vue strictement comptable. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher de compter le nombre de noirs dans la salle. Il faut de la parité partout. Il faut autant de femmes patronnes d'entreprise que d'hommes, autant de femmes ministres, enfin pas tout à fait partout. Et l'hypocrisie de ces féministes réside dans le fait qu'étrangement, la parité ne les intéresse que lorsqu'on parle de postes à responsabilité. Oh, comme c'est bizarre! Pour ces féministes, la seule femme respectable est la femme qui a du pouvoir. Ces féministes méprisent d'ailleurs au plus haut point la femme qui par exemple a fait le choix d'être mère au foyer. Cette dernière est à leurs yeux une femme soumise au modèle traditionnel du patriarcat et rien d'autre, et ce, même si c'est son choix. L'extrémisme du continuum de violence masculine en patriarcat. Bizarrement ou pas, on n'entend jamais ces féministes réclamer la parité dans des métiers d'ouvriers ou dans l'armée. Je suis non violente. On les entend jamais réclamer plus de routières, plus de mécaniciennes, d'éboueuses, de maçons, c'est-à-dire des métiers dits pénibles et usants. Pour elles, toute disparité, ou du moins celle qui les arrange, s'explique nécessairement par le patriarcat et la misogynie. La société patriarcale et capitaliste. Pourtant, on les entend jamais se plaindre que la justice et l'éducation nationale soient essentiellement féminins. Ce qu'elles font semblant de pas savoir, c'est que les hommes ne fonctionnent pas comme les femmes. Ils n'ont pas les mêmes envies, les mêmes attentes ou les mêmes projets professionnels. Oui, le pouvoir est un trait de caractère très masculin, on n'y peut rien et le nier n'y changera rien. D'ailleurs, les femmes de pouvoir, la plupart du temps, elles ressemblent à des bonhommes. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent Attention, il y a des exceptions, hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire
du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà. Donc voilà, cette vision très comptable et statistique de la composition des corps de métier et cette volonté de parité des féministes est complètement hypocrite. C'est du foutage de gueule modèle géant. Dans le combat féministe, on retrouve également le sujet des violences faites aux femmes, qu'elles soient intrafamiliales ou qu'il s'agisse d'agressions sexuelles extérieures. Certes, les femmes sont plus visées par ce type de violence et de crimes que les hommes. Je pense pas avoir besoin de vous sortir des chiffres pour vous le prouver. Mais voilà, ce n'est pas un combat féministe en soi. La violence envers les femmes n'a rien de structurel ou de systémique. Wallah. On a un problème de violence systémique vis-à-vis des femmes. Il a dit voilà, c'est bon. Notre système n'encourage ni ne tolère quelconque violence envers les femmes. C'est au cas par cas que ça se passe. Il n'y a aucun combat que l'on puisse mener là-dessus, si ce n'est éventuellement améliorer l'accueil des plaignantes. 1 heure plus tard, mission accomplie. La femme devra se justifier de son viol au commissariat. On va pas foutre un flic dans chaque foyer, n'en déplaise à Sandrine Rousseau. Moi je voudrais qu'il y ait même une possibilité de délit de non-partage des tâches domestiques. Il n'y a pas grand-chose à faire dans le cas des violences intrafamiliales car les caractères et les trajectoires de vie sont propres à chacun. Mais quoi qu'il en soit, l'homme occidental moderne n'est pas violent envers les femmes par nature. Il peut l'être, mais ce n'est pas la règle. Je souhaiterais d'ailleurs parler d'une des revendications des féministes à ce sujet, parfois assumée, souvent suggérée en lisant entre les lignes. On les entend souvent se plaindre qu'un faible pourcentage d'hommes soient condamnés dans des affaires de violence sexuelle envers les femmes. Comme d'habitude, c'est à cause du patriarcat, tout ça, vous connaissez le refrain. Ce que veulent ces femmes, c'est grosso modo que la parole de la femme soit considérée parole d'évangile. On entend d'ailleurs souvent lors d'affaires liées aux violences d'ordre sexuel le slogan « On vous croit ». Mais voilà, un des fondements de la justice est la charge de la preuve. Pour condamner un homme, il faut être en mesure de prouver qu'il est coupable. C'est des victimes qui trinquent. Une justice qui croirait les femmes sur parole serait une justice partiale et arbitraire, et cela ouvrirait la voie à de nombreuses dérives car les accusations d'agression sexuelle deviendraient une arme pour toute femme désireuse de détruire un homme. Je me doute bien que statistiquement parlant, un certain nombre de coupables passent à la trappe, faute de preuves, notamment dans le cas où il n'y a aucun témoin, aucune image, ou que la victime tarde à porter plainte. Mais encore une fois, on ne peut pas condamner les gens sans preuve dans notre système républicain. Ah bah non! Tiens, penchons-nous maintenant sur ce qui constitue peut-être la plus grosse dissonance cognitive de ces féministes en carton. Les concepts wokistes viennent toujours en grappe, comme aime le dire Mathieu Boccoté. Un petite crise de tabarnak, un petit calice de vierge. Un petit crise de tabarnak, un petit calice de vierge. Hormis les autoproclamés féministes de droite, comme par exemple le collectif Némésis, les néo-féministes dont on parle depuis le début de cette vidéo adhèrent totalement à tous les concepts wokistes, notamment l'immigrationnisme et l'antiracisme. Ces féministes réussissent l'exploit de lutter contre les violences faites aux femmes, tout en militant pour qu'il y ait toujours plus d'immigration en provenance de pays où l'obscurantisme règne et où la femme est réduite à l'état d'un objet dont on peut disposer à sa guise. Comme ces féministes sont antiracistes pour des raisons de convergence des luttes, elles préfèrent combattre l'homme hétéro-blanc de plus de 50 ans que la racaille immigrée qui les harcèle et les viole dans les rues de France. Tous les gens qui nous font chier dans la rue, ce sont soit les crackheads, soit les blédards. Et moi, en tant que femme maghrébine, je le dis. Elles savent pertinemment que le danger pour les femmes de France, ce n'est pas Jules ou Mathéo, mais Karim ou Boubacar. Mais voilà, elles préfèrent dénoncer Gérard Depardieu, dont certaines femmes veulent la peau, que les honnards qui les traitent de putes au quotidien dans la rue. C'est moins risqué. Le féminisme de salonnardes bourgeoises qui vont emmerder un Depardieu, alors que là où les nanas, elles souffrent, y a personne. Foutez de moi ou quoi, là? J'ai donc écumé et démonté point par point les principaux chevaux de bataille et les principales hypocrisies de nos chères féministes 2.0. Du coup, il reste quoi? C'est quoi une féministe du 21e siècle? Tu peux pas le comprendre! Eh bien, pour faire simple, c'est une bourgeoise, généralement citadine, intoxiquée par le wokisme. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, 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 debout. Qui se fait chier dans la vie et qui s'invente des combats. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Elle invente des problèmes là où, par définition, il n'y en a pas. Elle a généralement connu des galères avec les mecs et depuis, elle nourrit une haine farouche à leur égard. Bah oui, il est tellement plus simple de rendre les hommes responsables de tous les malheurs du monde que de se remettre personnellement en question. Une de mes sources de mèmes préférées, Tiffany en est très représentative. Poil de dessous de bras. Féminisme! Son combat, je suis une rebelle donc j'ai décidé de parler n'importe comment. Ça, c'est de la femme ambitieuse. Ouais, pourquoi elle féminise nous alors que c'est un pronom? Oui, mais pourquoi elle féminise absolument alors que c'est un autre verbe?
Mais parce que je fais celle que je veux avec mes chevals. Sauf que voilà, c'est le genre de truc qu'on fait quand on a 4 ou 5 ans, pas quand on approche à la quarantaine. Être féministe en 2023, c'est se foutre à poil en public recouverte de sang, symboliser le vagin à l'Assemblée nationale, se foutre seins nus dans la rue. Foutez ça aux poubelles, s'il vous plaît. Être féministe en 2023, c'est quand tu n'as ni talent ni cerveau, mais que tu veux à tout prix te faire remarquer, quitte à passer pour une demeurée. C'est être derrière le combat des femmes en Iran, tout en expliquant que le voile en France est un embellissement pour la femme. Il y en a qui portent des voiles qui sont juste un embellissement en fait. C'est mettre la tête dans le sable lorsqu'elle découvre que le barbare assassin de Sheina est un musulman. Et du coup, comme le disait Ouria Boutelja, il faut taire les crimes commis envers les femmes lorsque l'assassin est un arabe, et ce pour ne pas stigmatiser tous les arabes. Intersectionnalité, tout ça, encore une fois, vous connaissez le refrain. Bref, le féminisme en 2023 tient plus de l'ordre de la pathologie mentale qu'autre chose. Je retourne me coucher. How much? Come. How much? 200 only. Wash and wear. One. Wash and wear. Buy a condom. Tulumbu condom.